Mesdames et messieurs, bonjour, chères candidates, chers candidats. Nous sommes ici aux parcelles Zasseni pour la synthèse de philosophie. La philosophie parce que dans quelques heures, vous, chères candidates, chers candidats, vous allez défier la pensée des philosophes. Le terrain d'affrontement est neutre, ce sera une copie blanche. Vous qui dirigez l'armée noire ou bleue, ça dépend de votre stylo, vous allez vous opposer à l'armée rouge des professeurs qui sont ici présents. Mais on dit souvent que aventurer ou bien s'aventurer en terrain ennemi nécessite une carte. La carte, elle est détenue par deux professeurs aujourd'hui. Le professeur Alioune Badara Ndiaye à ma droite, qui est professeur de philosophie au lycée Seydina Issa Rouhou Laye, et le professeur Songué Diouf que personne ne présente dans le champ philosophique. Aujourd'hui, vous aurez tout sur la philosophie. Et quand je dis tout, je pèse mes mots parce que les professeurs avec qui je partage ces tables-là ont cette faculté de vous distiller une connaissance qui vous sera très utile pour l'anticiper de philosophie. La jeunesse parcelloise, on l'a dit, avec ITV, mais également avec le ministre des Affaires étrangères, participe à l'effort de guerre parce que nous sommes dans un contexte de pandémie de Covid-19 et l'effort de guerre passe par l'esprit. Une synthèse de philosophie ici aux parcelles Zasseni, également que vous suivez sur ITV, c'est avec les deux professeurs, le professeur Songué Diouf et le professeur Badara Ndiaye. Professeur, le micro vous revient. Vous le savez bien, le jour J, mercredi, vous vous retrouverez avec 3 sujets. J'ai l'habitude de dire que le programme de philosophie, surtout pour la série L et la série S, ce programme est subdivisé en 4 domaines. Mais cette année, avec les raisons que vous savez, le programme a été revu et corrigé. C'est ainsi que pour les élèves de série S, le domaine 2, la vie sociale, a été éliminé du programme. Et que pour vous, élèves de la série L, c'est la partie épistémologique qui a été diminuée, enlevée. Donc ce qui fait que vous vous retrouverez, surtout en série L, avec 3 domaines. La réflexion philosophique, la vie sociale et l'esthétique. Et en principe, je dis bien en principe, vous vous retrouverez avec 3 sujets. Et en principe, vous pouvez avoir 3 sujets portant, je dis en principe, sur 3 domaines différents. Mais il faut toujours relativiser. L'essentiel, c'est que ce que vous avez fait en philosophie cette année, que ce soit 2 ou 3 programmes, 2 ou 3 domaines, suffit pour faire l'anticipé de philosophie. Parce que vous vous retrouvez avec 3 sujets. Et j'ai l'habitude de dire que la réflexion philosophique commence dès le choix du sujet à traiter. C'est important. Vous avez 3 sujets. Il faut lire les 3 sujets. Vous avez 2 dissertations. Par exemple, une dissertation pour porter sur la réflexion philosophique. D'ailleurs, à travers le document que vous avez, le sujet 1 dit, si quelqu'un pense voir clair en tout, c'est qu'il a cessé de philosopher. Qu'en pensez-vous? Ensuite, vous lisez le sujet 2, la culture. Est-elle le seul miroir qui reflète à l'homme son vrai visage? Et enfin, il y a un texte que vous devez lire. Je vais le lire très rapidement. C'est un texte de René Hug qui dit que l'art dépend si étroitement de l'homme qu'il le reflète, qu'il l'exprime. Il en est comme le prolongement jeté à l'extérieur. Mais quand on dit homme, encore faut-il s'entendre. Il y a l'homme collectif et l'homme individuel. L'art est le miroir et souvent même le révélateur de l'un comme de l'autre. Tel un sismographe ultra sensible, il enregistre les désirs et les craintes, la façon de concevoir la vie et le monde, les émotions familières et la façon d'y vibrer propre aux hommes d'une même foi, d'une même race, d'une même époque, d'un même groupe social, d'une même culture. En même temps, l'art est un des rares moyens dont dispose un individu pour rendre perceptible aux autres ce qui le différencie d'eux.
le monde de rêve, de tourments ou d'obsession dont il est le seul à porter le poids de chacun. Alors il exprime ce qu'on croyait inexprimable, son secret. René Hugues. Vous lisez les sujets, les 3 sujets, et vous comparez les sujets, et vous essayez de faire le choix du sujet que vous allez faire. Parce que, attention, moi j'ai vu beaucoup d'élèves au bac choisir rapidement un sujet, s'y mettre, au bout de 1h30 minutes, il rencontre des difficultés, il laisse tomber le sujet, il prend un autre sujet. Mais c'est une perte de temps terrible. Mieux vaut perdre 10 minutes avant, mais que de perdre 2 heures. Donc prenez 10 minutes au moins pour choisir votre sujet. Et j'ai l'habitude de dire que 2 critères doivent vous guider dans le choix d'un sujet. Le premier critère, c'est un critère de compréhension. On choisit un sujet qu'on a compris. C'est important. Parce qu'on ne peut pas traiter un sujet qu'on n'a pas compris. Vous avez lu le sujet, vous l'avez compris, vous avez quelque part deviné le problème philosophique qui est derrière le sujet, mais tu choisis ce sujet que vous avez compris. Mais il peut arriver quand même que tous les 3 sujets soient compris. Le sujet 1, le sujet 2, vous avez compris le texte, mais parmi ces 3, lequel choisir? C'est en ce moment quand le deuxième critère de choix. Choisissez le sujet sur lequel vous avez beaucoup plus d'idées, le sujet sur lequel vous avez beaucoup plus d'arguments. Et dès que vous choisissez votre sujet, vous oubliez le reste et vous vous concentrez sur le sujet que vous avez choisi. Si par exemple, vous avez choisi le sujet 1, ça nous permet d'ailleurs d'entrer dans le premier domaine du programme de philosophie, la réflexion philosophique, qui dit, si quelqu'un pense voir clair en tout, c'est qu'il a cessé de philosopher. Ce sujet nous plonge dans le domaine 1. Et comme vous le savez, il est important de faire ce qu'on appelle un travail au brouillon, d'analyser le sujet, de souligner les mots-clés, de les définir. Parce que j'ai l'habitude de dire très souvent que la compréhension d'un sujet peut surgir dans l'analyse de ce sujet. C'est en analysant le sujet, c'est en décortiquant le sujet, c'est en définissant les termes clés du sujet que peut souvent sortir, n'est-ce pas, la compréhension du sujet. Donc, si je reviens à ce sujet qui dit, si quelqu'un pense voir clair en tout, c'est qu'il a cessé de philosopher. Et c'est l'occasion de donner la parole à mon collègue et ami Songué Diouf pour qu'il revienne un tout petit peu sur ce sujet, mais surtout revenir sur les grands axes de la réflexion philosophique. Merci, cher ami, cher collègue. D'abord, commençons par dire bonjour à tout le Sénégal, à tous les élèves du Sénégal, puisque nous sommes à 48 heures de l'anticiper, mais également remercier ITV qui a compris la nécessité d'investir dans l'éducation et qui s'est sacrifié pour être là, couvrir l'événement et l'offrir à tous les élèves du Sénégal. Mais il faudrait d'abord préciser que la personne morale, le parrain, qui a toujours été derrière cette activité, qui de son propre gré, ça j'insiste et je le répète, c'est le premier à nous avoir appelé. Auparavant, je ne faisais que le voir à la télé, et qui m'a appelé quand mon téléphone a sonné pour me dire ce que vous faites avec votre collègue Michel Ndiaye est tellement beau que est-ce que vous pouvez m'offrir l'opportunité que désormais ce soit moi mais qui paye tous les frais afférents à cette activité pour qu'elle soit entièrement gratuite mais pour tous les élèves et étudiants du Sénégal. Ça c'est venu directement de M. Amadouba, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Je ne suis pas un politique, je ne fais pas de politique, mais quand un homme politique a cette démarche consistant à venir lui-même dire je voudrais avoir la possibilité désormais chaque année d'offrir cette synthèse-là, on ne peut que remercier M. Amadouba, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, parce qu'il est très rare qu'un homme politique accepte de s'investir pleinement dans une activité, on va dire, ingrate pour un homme politique, parce que souvent l'activité pédagogique n'est pas l'activité de prédilection dans laquelle les hommes politiques s'investissent. Et M. Ba n'est pas seul, M. Amadouba, son Excellence le ministre, il est accompagné également par le mouvement des élèves et étudiants républicains qui sont ici au niveau de Parcelles
qu'il s'appelle Fallou, qu'il s'appelle Yacine, qu'il s'appelle Sophie et tous les autres qui sont derrière, on ne peut que les féliciter et je vous demande d'applaudir très fort monsieur le ministre, mais pour cette belle initiative. Et en même temps que le monsieur le ministre, j'ai dit ITV qui a dit on va accepter de venir filmer cela et on va également le diffuser. Sauf que M. Pass, beaucoup d'élèves quand ils ont vu M. Pape Alimsar, quand ils ont vu sur l'annonce que c'était à partir de 11h, ils m'ont dit que pour l'essentiel, ils sont en classe lundi à 11h et donc je suis obligé de relayer leur requête pour vous dire décaler un peu l'heure de diffusion parce qu'à 11h, ils sont en classe. Donc il faudrait voir si on peut le faire un peu fin d'après-midi et également diffuser ça le soir à 22h comme vous l'avez prévu. Donc, comme vient de le dire M. Ndiaye, après les importantes recommandations sur le plan méthodologique, ce premier sujet-là, comme il l'a dit, comme tous les autres, ne serviront que de prétexte pour entrer dans les différents domaines auxquels vous serez livrés mercredi prochain. Le premier sujet, il dit très clairement, vous l'avez, si quelqu'un pense voir clair en tout, c'est qu'il a cessé de philosopher, la consigne c'est qu'en penser. Et donc, comme il l'a dit, comprendre ce sujet, c'est déjà commencer par analyser ces concepts structurants. Il faudrait d'abord comprendre ce que signifie l'expression « si quelqu'un pense voir clair en tout ». Celui qui pense voir clair en tout, ce n'est sans doute pas le philosophe, parce que le sujet dit de celui-là qu'il n'a pas commencé encore à philosopher. Ce qui, à contrario, vous amène à comprendre très clairement que le sujet vous invite à réfléchir sur l'attitude qui est propre au philosophe ou sur les conditions qu'il faudrait réunir pour que l'activité dans laquelle on s'installe puisse être appelée une activité philosophique. Et donc, voir clair en tout, vous savez très bien que cela renvoie à l'image de celui-là qui surfe, comme on dit, dans le piège des évidences établies. Cela renvoie à celui-là qui considère qu'il a une connaissance rigoureuse de toutes choses. Pourquoi? Mais parce qu'il se contente simplement des évidences et des vérités acceptées par tous, établies simplement au niveau de la société. Et donc, qu'est-ce qui manque déjà intellectuellement à celui qui pense voir clair en tout? Il lui manque ce qui constitue l'un des piliers essentiels de l'activité philosophique, parce que celui qui pense voir clair en tout, ça veut dire clairement déjà qu'il ne doute de rien. Et celui qui ne doute de rien, vous savez très bien qu'il ne peut pas philosopher. Parce qu'on vous l'a dit et déjà répété, la philosophie dans son déploiement, elle repose sur 3 piliers essentiels. Et les 3 piliers essentiels, mais qui permettent à la philosophie de s'élancer en tant qu'activité, c'est le doute, c'est l'étonnement et le questionnement. Et vous êtes d'accord qu'en disant que douter, s'étonner, se questionner sont les piliers essentiels de la philosophie. Celui qui pense voir clair en toutes choses, c'est celui qui est absolument sûr de sa vérité. Et en tant qu'il est absolument sûr de sa vérité, il ne doute pas, ne s'étonne pas, ne se pose pas de questions et par conséquent, il ne philosophe pas. Quand bien même faudrait-il préciser que même si nous venons de dire que la philosophie dans son activité obéit à ces 3 piliers que sont le doute, l'étonnement et le questionnement, je n'ai pas besoin de vous le dire, je le répète simplement, je vous le rappelle simplement, il ne suffira pas pour autant de douter pour philosopher, parce qu'on peut douter sans philosopher. Il ne suffira pas pour autant de s'étonner pour philosopher, parce qu'on peut s'étonner sans philosopher. Il ne suffira pas pour autant de se questionner pour philosopher, parce qu'on se questionne, on peut se questionner sans philosopher. Et donc cela signifie très clairement que le sujet nous invite à interroger ce qui fait la différence entre le philosophe et les autres, et pour séjourner dans le vocabulaire habituel des collègues en terminale, faire la différence entre le philosophe et celui-là qu'on appelle généralement l'homme du sens commun. Et la différence entre le philosophe et l'homme du sens commun, c'est que vous le savez, là où l'homme du sens commun, pour ainsi dire, il est entièrement embarqué dans le cercle des évidences déjà établies, le philosophe, il revendique une liberté intellectuelle par laquelle il essaie de se démarquer de la foule, des vérités de la foule, mais pour les penser et pour les penser de façon entièrement rationnelle. Et cela signifie donc de manière très précise que ici, celui qui pense voir clair en toutes choses, semblable à l'homme du sens commun, il lui manque fondamentalement quoi? La liberté intellectuelle. C'est quelqu'un qui est entièrement prisonnier. Rappelez-vous déjà le vocabulaire de celui-là qui s'appelle Bertrand Russell, montrant très clairement que pour un tel homme, le monde est fini, le monde est défini et le monde est évident.
Et lorsque Bertrand Russell disait que pour un tel homme, le monde il est fini, le monde il est défini, le monde il est évident, ça veut dire qu'un tel homme, il pense voir clair en tout. Et là où il pense véritablement voir clair en tout, nous avons dit qu'il ne se donne pas la possibilité de penser et de repenser et donc d'inviter au crible de la raison l'ensemble de ces vérités déjà acceptées par la société. Ce qui signifie très clairement que là où le philosophe, en tant que, j'ai dit, il revendique une liberté intellectuelle, son activité est fondamentalement une activité de réflexion, une activité de remise en question. Et dire de la philosophie qu'elle est fondamentalement activité de réflexion, activité de remise en question, d'abord, qu'est-ce que la réflexion? Si nous avions un tableau derrière nous, volontiers, nous aurions éclaté l'orthographe du mot réflexion pour mettre RE-flexion. Et donc, c'est une manière de vous inviter à comprendre que la réflexion, elle désigne le mouvement de retour, mais de l'esprit sur lui-même. Et donc, si au sens propre et étymologique, la réflexion désigne le mouvement de retour de l'esprit sur lui-même, concevoir alors la philosophie comme activité de réflexion, c'est montrer qu'elle commence par soumettre à l'analyse critique de la raison toutes les idées, toutes les opinions, toutes les croyances, toutes les valeurs, toutes les vérités déjà établies par la société. Et c'est pourquoi on a l'habitude de vous montrer que dès le départ, philosopher, c'est exactement ce que dit la philosophe française Jacqueline Russe. C'est elle qui disait clairement, j'ouvre les guillemets, Jacqueline Russe, R-U-2-S, mais il n'y a pas de E à la fin. Elle disait clairement, recevoir le baptême philosophique, c'est renaître une seconde fois et c'est repartir de zéro. Vous l'avez compris, lorsque Jacqueline Russe, philosophe française, disait, recevoir le baptême philosophique, c'est renaître une seconde fois, c'est repartir de zéro. Pourquoi c'est renaître une seconde fois? Renaissance intellectuelle s'entend, parce qu'une première fois, il y avait une façon dont nous voyons les choses comme claires, comme évidentes, et quand elle dit c'est renaître une seconde fois, ça veut dire quoi? Décider de jeter un regard, mais un regard neuf sur auparavant ce que nous croyons pleinement savoir. Pourquoi est-il nécessaire pour le philosophe de commencer par jeter un regard neuf, critique sur ce que nous croyons savoir? Mais parce que Hegel dit très clairement, ce qui est connu, parce qu'il est bien connu, n'est pas du tout connu. Et lorsque Hegel disait, ce qui est connu, parce qu'il est connu, n'est pas du tout connu, traduisez, ce que je crois connaître, justement parce que je crois le connaître, je ne le connais pas du tout. Et donc, là où cet homme-là, qui pense voir clair en toutes choses, a fini de séjourner dans les évidences et de les accepter comme vérité absolue, la philosophie en tant que réflexion critique, elle commence par tout détruire et ayant tout détruit, elle décide de reconstruire. Ce qui implique très clairement que la philosophie, elle obéit à un double mouvement, un mouvement de critique, mais également un mouvement d'argumentation, ou bien si vous préférez, un mouvement de destruction, mais également de reconstruction rationnelle. Et cela, nous l'illustrons, puisque philosopher, c'est faire parler les philosophes, et la philosophie, son histoire, est une histoire de texte, en disant que philosopher obéit à ce double mouvement de destruction, de reconstruction, de critique et d'argumentation. J'ai envie de tendre la main à quelqu'un qui est un journaliste, mais en même temps écrivain, mais en même temps professeur de philosophie, et qui s'appelle Roger Paul Droit. Il a écrit en 2008 chez Odile Jacob un ouvrage qui s'appelle La Compagnie des philosophes. Et dans cet ouvrage, Roger Paul Droit, sauf que le pôle c'est pas P-A-U, mais c'est P-O-L. Roger Paul Droit, pour illustrer ce double mouvement de critique, d'argumentation, de destruction, de reconstruction, qu'est-ce qu'il dit? J'ouvre les guillemets. Les philosophes ne sont ni des poètes, ni des mages, ni des chamans, mais simplement des aventuriers de la raison. Et après avoir dit, les philosophes ne sont ni des poètes, ni des mages, ni des chamans, mais simplement des aventuriers de la raison, il met 2 points. Douter, soupçonner, réfuter, récuser, argumenter, démontrer, clarifier, établir, voilà leur tâche de toujours. Avant de finir par dire, toujours des aventures de paroles résonnantes, R-A-I, les rassemblent, puis aussitôt les séparent. Fin de citation. Si nous prêtons attention à ce qu'il commence par dire, les philosophes ne sont ni des poètes, ni des chamans, ni des mages. Pourquoi les philosophes ne sont pas des poètes? Parce que si la poésie est un terrain d'expression des sentiments, il l'a dit, la philosophie, elle, est une aventure de la raison.
Il dit ni les chamans, ni les mages. Ça veut dire qu'elle ne relève pas de la divination, parce que la philosophie, encore une fois, elle ne fait confiance qu'au déploiement de la raison et de la seule raison. Ensuite, regardez les verbes qu'il emploie. Douter, soupçonner, réfuter, récuser. Tout ce premier groupe de verbes renvoie à quel champ sémantique? Douter, soupçonner, réfuter, récuser. Tous ces verbes expriment quoi? La critique, le rejet, la destruction. Mais après avoir dit douter, soupçonner, réfuter, récuser, heureusement il ajoute, c'est également argumenter, c'est démontrer, c'est clarifier, c'est établir. Et il finit par dire toujours des aventures de paroles résonantes, RAI encore une fois, rassemble les philosophes, mais puis aussitôt les sépare. En disant des aventures de paroles résonantes, les rassemble puis aussitôt les sépare, il est en train de montrer que en philosophie, la raison, elle est à la fois le plus grand dénominateur commun, mais également le plus grand diviseur commun. Parce qu'il dit des aventures de paroles résonantes les rassemblent. Ça veut dire quoi? Que tous les philosophes ont en partage l'usage critique de la raison, mais aussitôt les sépare. Ça veut dire que cette même raison qu'ils partagent les fait aboutir à des conclusions souvent divergentes. Et donc, cela nous permet d'enchaîner en montrant que lorsque la philosophie, elle est réflexion critique, lorsqu'elle est remise en question de l'ordre établi, il va de soi que la philosophie, très souvent, elle ne peut qu'avoir des rapports de conflit avec toutes les institutions, qu'il s'agisse de l'État, qu'il s'agisse de la société, qu'il s'agisse de la religion. Pourquoi elle est en conflit permanent avec toutes les institutions? Parce qu'encore une fois, comme on l'a dit, gouvernée par le doute, gouvernée par la contestation, gouvernée par la réflexion critique, gouvernée par la remise en question. Rappelez-vous la belle image nietzschéenne du philosophe, mais comme activité par laquelle on pense à coups de marteau. Et c'est une manière donc de montrer très clairement que la philosophie, en tant qu'elle va être subversive, ça veut dire qu'elle va passer son temps à renverser l'ordre établi, le philosophe en tant que tel, il est une sorte d'ennemi public numéro 1. Pourquoi? Parce qu'il a presque tout le monde contre lui. Cela est déjà symbolisé par la figure de Socrate, vous le savez très bien. Vous avez un ouvrage qui s'appelle l'Apologie de Socrate à votre programme, et Socrate, il montre très clairement que le philosophe est quelqu'un qui accepte de vivre dangereusement. Pourquoi il est quelqu'un qui accepte de vivre dangereusement? Parce qu'il a le courage intellectuel d'aller à l'encontre des idées reçues, d'aller à l'encontre des opinions, d'aller à l'encontre des croyances de tout le monde. Rappelez-vous, Socrate n'est pas mort de mort naturelle, vous le savez très bien. Comment il est mort? Il a été condamné à boire ce fameux poison mortel qui s'appelle la ciguë. Mais quand bien même Socrate, il était en train de boire ce poison mortel, rappelez-vous très bien, dans en tout cas le récit extraordinaire qu'en fait Platon, il dit clairement que lorsqu'il avalait les dernières gouttes de ce poison, appelé la ciguë, Socrate avait le sourire aux lèvres. Et les gens naturellement étaient étonnés. Comment quelqu'un qui se sait mourir dans quelques instants, où est-ce qu'il peut trouver la force et le courage d'avoir le sourire aux lèvres? Socrate répondrait tranquillement en disant, moi je peux sourire quand advient l'heure de la mort. Pourquoi? Parce que contrairement à vous, qui malgré tous vos actes de dévotion, au fond de vous-même, vous êtes persuadé quelle est la mort, quelle est la fin de toute chose. C'est pourquoi vous avez peur de la mort. Mais moi, Socrate, il y a longtemps que j'ai compris que la mort, elle n'est pas du tout la fin de toute chose. Qu'est-ce que la mort? Elle n'est que la séparation de l'âme et du corps. Socrate de dire, mais quand vous aurez, à peine vous m'aurez tué, quand vous aurez enfoui mais mon corps dans cette tombe-là, à peine que mon âme va s'en échapper pour retourner d'où elle vient. Et Socrate de dire, pendant toute ma vie, j'ai attendu cet instant de la mort comme l'instant par lequel définitivement l'âme se libère de la prison du corps. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre toute ma vie durant? Aller par-delà les rues, aller par-delà les marchés, aller par-delà les espaces publics pour semer simplement les graines de la philosophie. Et Socrate d'ajouter que ceux qui me condamnent à mort, ils ne sont pas aussi intelligents que je le pensais. Pourquoi? Parce qu'en me condamnant à mort, ils pensent qu'ils vont me tuer, mais ils oublient qu'ils vont tuer un Socrate. Mais en tuant un Socrate, ils ont oublié que moi, Socrate, dans la conscience de la jeunesse athénienne, j'ai déjà semé les graines de la philosophie, faisant que dans 10 ans, dans 1000 ans, 1000 Socrates vont jaillir partout, faisant que, comme encore une fois disait le poète, ma mort à moi, Socrate, sera une défaite de la mort et une victoire de la vie. Tout cela pour montrer clairement en quoi l'activité philosophique, elle est une activité livrée ou vouée à la contestation, à la critique radicale et systématique de toutes les vérités établies. Mais cela nous permettra maintenant, après avoir dit que la philosophie, elle est réflexion critique, que le philosophe, il est exactement le contraire de celui qui voit clair en toute chose,
cela une manière de montrer en quoi la philosophie ne se confondra avec aucune des autres formes de savoir que vous connaissez. Elle ne se confondra ni avec la science, elle ne se confondra ni avec la religion, elle ne se confondra ni avec le mythe. Pourquoi? Parce que là où la science est savoir, peut-être est savoir-faire, nous l'avons dit, la philosophie, elle n'est pas du tout savoir, elle n'est pas un ensemble de connaissances, nous l'avons dit, elle n'est que recherche, quête permanente, elle n'est qu'activité de réflexion. Donc, pourquoi la philosophie n'est pas la science? Vous avez déjà la réponse. Parce que philosophie et science appartiennent à deux domaines bien distincts de l'activité intellectuelle des hommes. Et quand nous avons dit que philosophie et science appartiennent à deux domaines bien distincts de l'activité intellectuelle des hommes, pour aller vite, nous savons très bien qu'on peut les distinguer aussi bien par leur objet d'étude que par leur démarche, mais également que par leur finalité. Et dire que philosophie et science entretiennent trois modes de rupture, c'est-à-dire simplement qu'elles se distinguent par leur objet d'étude, par leur méthode et par leur démarche. Nous dirons que lorsque la science a pour objet d'étude les sciences expérimentales, c'est de la nature, lorsqu'elles ont pour objet d'étude la nature extérieure, la science va être gouvernée par un principe central, et le principe central, c'est le principe du déterminisme. Le principe du déterminisme montrant clairement qu'il n'y a jamais de hasard dans la nature et que la production de tous les phénomènes observables est régie par des lois nécessaires. Et donc, si la science est gouvernée par le principe du déterminisme, faisant que la tâche du savant est de découvrir les lois de production des phénomènes naturels, là où on s'implie en disant la science, elle répond à la question du comment des choses, la philosophie, elle, vous le savez très bien. Si je vous posais la question, quel est l'objet d'étude de la philosophie, ce serait une question contradictoire, parce qu'on vous a tous dit que la philosophie en tant que telle, si elle est un discours total, si elle est une pensée, c'est une pensée de la totalité, mais dans les deux cas, discours total ou pensée de la totalité vise à montrer que la philosophie dans son jaillissement, elle est une tentative de saisie et de compréhension de tous les aspects, de toutes les manifestations et de toutes les dimensions de l'existence. Et donc, cela signifie que quand il s'agit de la démarche propre à la science, on peut dire globalement que sa démarche repose sur 5 critères essentiels sur lesquels nous reviendrons. Le premier critère, même s'il est très polémique et très controversé, c'est le critère de l'objectivité. Le deuxième critère, c'est le critère de la neutralité axiologique, ça veut dire morale. Le troisième critère, le critère de l'universalité. Le quatrième critère, celui de la rationalité. Et enfin, le dernier, le caractère apodictique des résultats de la science. L'objectivité, la neutralité, l'universalité, la rationalité et l'apodicticité des résultats de la science. Très vite, le critère de l'objectivité. J'ai dit c'est un critère très controversé. Rappelez-vous, mon cher collègue, le sujet du bac qui disait « Y a-t-il une place pour la subjectivité dans la science ?» Et lorsque le sujet du bac, il y a quelques années, posait la question « Y a-t-il une place pour la subjectivité dans la science ?» c'est déjà sous le bord du paradoxe. Parce que si on avait l'habitude de dire qu'une discipline ne peut être appelée science que si et seulement si elle réalise le critère de l'objectivité, il va de soi qu'il peut sembler paradoxal de demander s'il y a une place pour la subjectivité dans la science. Mais cela était déjà une indication du fait que l'objectivité dont on parle tant, elle est rarement, pour ne pas dire presque jamais, pleinement réalisée. Ça veut dire que même si la science, elle vise l'objectivité, l'objectivité en tant que telle n'est jamais effective, elle est plus de l'ordre de l'idéal, mais que de la réalisation. Et de ce point de vue-là, donc, on va montrer qu'on ne peut pas écarter toute dose de subjectivité dans le processus d'investigation scientifique. Ça veut dire, pour me résumer, que tant bien même la science vise l'objectivité. Pourquoi elle serait objective? Parce que c'est une connaissance, mais une connaissance indépendante de la personne du savant. Rappelez-vous, Emmanuel Kant allant jusqu'à même dire quoi? Le savant n'est pas nécessaire à la science. Mais vous savez très bien que lorsque Emmanuel Kant dit le savant n'est pas nécessaire à la science, on a envie de lui demander comment alors pourrait-il y avoir mais de savants sans science. Mais lorsqu'il dit le savant n'est pas nécessaire à la science, c'est une manière de dire qu'est-ce qui n'est pas attendu du savant, c'est qu'il exprime ses sentiments, ses goûts, ses intérêts, ses convictions politiques, morales ou religieuses. Mais ce qui est attendu de lui, c'est qu'il fasse un effort pour se départir de tout ce qui relève de sa sensibilité individuelle pour tenter de découvrir simplement les propriétés des choses.
Mais j'ai dit que le savant, le veuille ou non, il y a toujours l'influence de ses sentiments, de ses religions, de ses partis politiques, faisant que, quand bien même la science vise l'objectivité, elle est fortement imprégnée de subjectivité. Le critère de la neutralité axiologique, morale, je n'insiste pas, c'est une manière de montrer, vous le savez déjà, que la science, elle est en dehors des valeurs morales. C'est une façon de montrer que la science, elle est indifférente, elle est extérieure au bien, au mal, à la morale, à la religion. Ça veut dire quoi? Qu'on ne demande pas à la science de savoir si elle est bonne ou bien si elle est mauvaise. C'est une façon de dire qu'au cœur de la science, il y a le principe de l'ambivalence. Ça veut dire quoi? Comme disait d'ailleurs un sujet du bac, qui disait... La science est sans valeur. Comme disait un sujet du bac, la science est un pur instrument, elle est par elle-même sans valeur. Voilà ce que disait le sujet du bac. Et quand le sujet du bac disait la science par elle-même est sans valeur, elle est un pur instrument, mais l'expression elle est un pur instrument signifie quoi? Que la valeur de la science dépend de l'utilisation simplement que l'on en fait. Ça veut dire que par elle-même, la science ne peut être ni bonne ni mauvaise. Ce qui est susceptible d'être bon ou mauvais, c'est l'utilisation que l'homme, le décideur politique, peut faire de la science ou bien simplement, oui, dans ses utilisations. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de bonne science à côté de mauvaise science. Seule l'utilisation peut être bonne ou bien peut être mauvaise. Voilà ce qu'embarque la notion de neutralité axiologique. Le critère, celui de l'universalité. Pourquoi la science serait-elle universelle? La réponse, vous la possédez. La science, elle est universelle parce qu'elle n'est pas assujettie dans sa vérité, elle n'est pas assujettie aux contingences géographiques. Une façon de le dire en termes simples, ça veut dire que la vérité scientifique, à partir du moment où, au préalable, elle a fait l'objet d'un accord, d'un consensus de la part des esprits compétents, une fois qu'elle a été dite, avant que ne vienne peut-être la réfuter une autre théorie, cette vérité-là, elle est valable partout et elle s'impose à tous de façon nécessaire. C'est en cela que la science est universelle. Mais la philosophie également revendique une forme d'universalité, même si elle est différente de l'universalité de la science. J'ai dit que la vérité scientifique, elle est universelle parce que s'imposant à tous et restant valable partout jusqu'à ce qu'une autre vienne la modifier. La philosophie, à quoi doit-elle son universalité? C'est que quand bien même elle est la production d'une subjectivité individuelle, quand bien même elle est l'expression d'une pensée particulière propre à un auteur, elle est universelle parce qu'elle s'entend, la philosophie, à penser l'homme en tant qu'homme. Ça veut dire quoi? La philosophie ne s'intéresse pas à ce qui nous différencie, elle s'intéresse à ce qui nous unit. Elle ne tient compte ni de la langue, ni de l'époque, ni de la religion, ni de la culture, ni de la société, mais elle pense l'homme en tant qu'homme. Quand le philosophe dit qu'est-ce que la vie, c'est valable pour tout le monde, qu'est-ce que l'amour, c'est valable pour tout le monde, la vie vaut-elle la peine d'être vécue, c'est valable pour tout le monde, quand elle pense l'amitié, quand elle pense la paix, la littérature, la guerre, bref, la philosophie s'intéresse à l'homme et elle réfléchit et cherche à répondre aux questions, mais que toute conscience humaine se pose. C'est en cela que la philosophie également, elle se veut universelle. L'autre critère que j'ai énoncé, il est évident, c'est celui de la rationalité. C'est Gaston Bachelard qui disait, j'ouvre les guillemets, la connaissance scientifique est un savoir mesuré, contrôlé, critiqué, fin de citation. Et lorsque Bachelard disait de la science que c'est un savoir mesurer, contrôler, critiquer, c'est une manière de montrer quoi? Que c'est une connaissance qui très souvent ne doit rien au sens, aux organes de sens, mais c'est une connaissance très souvent qui est fondée en raison. Ça veut dire quoi? Que tout ce que nous avons dit du philosophe est valable pour le savant, même si cela ne s'applique pas aux mêmes objets. Nous avons dit philosopher, c'est douter, philosopher, c'est s'étonner, philosopher, c'est questionner. Vous trouvez la même chose chez le savant. Le savant doute, le savant s'étonne, se questionne, mais bien sûr, il ne doute pas des mêmes choses, ne s'étonne pas à propos des mêmes choses et ne cherche pas à répondre aux mêmes questions. C'est pourquoi philosophie et science ont en partage l'élément formel. Ça veut dire que philosophie et science ont le même principe d'engendrement, et le principe d'engendrement commun à la philosophie et à la science, il n'est autre que la raison. Donc elles ont en commun le fait d'être des disciplines rationnelles, quand bien même nous venons de le dire, il ne s'agit pas stricto sensu de la même rationalité. Ensuite, quand nous avons dit, enfin plutôt,
Cinquième critère, celui de l'apodicticité des résultats. Ça veut dire quoi? Que les résultats peuvent être prouvés. Mais il faut dire que cela est surtout valable dans un type de science bien déterminé. Parce que vous savez qu'il y a 3 types de sciences. Les sciences expérimentales de la nature, les sciences logico-formelles et les sciences humaines. Mais quand nous parlons d'apodicticité, ce n'est pas valable en mathématiques, ce n'est pas valable dans les sciences humaines, c'est surtout valable dans les sciences de la nature, appelées sciences expérimentales. Pourquoi là-bas, les résultats sont apodictiques, c'est-à-dire peuvent être prouvés? Parce que simplement, ce que le savant énonce comme théorie, il est capable de le vérifier en confrontant sa théorie avec la réalité. Lorsque la théorie est confirmée, elle a valeur de loi scientifique. Lorsque la théorie est infirmée, contredite, le savant l'abandonne, élabore une autre jusqu'à trouver la bonne. Mais maintenant, il y a un problème. Le fait que la science prouve dans ces types de sciences amène souvent, tu le sais très bien mon cher collègue, les gens à tomber dans le piège ou dans l'illusion que la vérité de la science, contrairement à celle de la philosophie qui baigne dans une incertitude permanente, dans un flux et reflux de questionnement incessant, que la vérité de la science serait une vérité absolue, définitive. C'est absolument faux. La vérité de la science est une vérité approximative. La vérité de la science est une vérité partielle. Elle est une vérité provisoire, mais elle n'est jamais absolue, elle n'est jamais définitive. Et cette idée que la vérité de la science n'est jamais absolue, n'est jamais définitive, mais vous la trouvez déjà chez Karl Popper, vous la trouvez également chez celui auquel on a fait allusion tout à l'heure, Gaston Bachelard. C'est Gaston Bachelard qui dit très clairement que ce n'est pas la notion de vérité qui est forcément embarquée dans l'histoire de la science. Et en enseignant Gaston Bachelard que ce n'est pas la notion de vérité qui est nécessairement embarquée dans l'histoire de la science, il est en train de nous épargner ou ôter de votre esprit l'idée que la science est une accumulation simplement de connaissances. L'idée que la science, elle marche directement de l'ombre vers la lumière, elle marche directement de l'erreur vers la vérité. Bachelard dit c'est faux. La science avance, mais qu'est-ce qu'elle est souvent obligée de faire? De revenir sur elle-même pour rectifier ses propres erreurs. Je ne reviens pas sur toutes les belles métaphores de l'épistémologie bachelardienne, que la science n'est rien d'autre qu'un ensemble d'erreurs rectifiées, ou qu'en science, nos vérités d'aujourd'hui sont peut-être nos erreurs de demain, ou que la vérité scientifique, comme il dit, est une vérité en sursis. La même idée, vous la trouvez chez quelqu'un qui s'appelle Claude Bernard, pour montrer toujours que la vérité de la science ne fait que refléter ce que nous savons en ce moment et qu'elle est susceptible d'être contredite par le progrès des sciences. Que dit Claude Bernard? Lorsque nous faisons une théorie générale dans nos sciences, la seule certitude que nous ayons, c'est que cette vérité-là, elle est fausse absolument parlant et ne reflète que l'état présent des connaissances dont l'homme dispose. Fin de citation. Et lorsqu'il dit, Claude Bernard, que lorsque nous faisons une théorie dans nos sciences, la seule certitude que nous possédons, c'est que cette théorie est fausse absolument parlant. Traduisez, cette théorie, elle n'est vraie, mais elle n'est vraie que relativement parlant. Et c'est pourquoi il ajoute, cette vérité scientifique ne reflète que l'état présent et actuel des connaissances dont nous disposons. Ça veut dire quoi? Que cette vérité-là, elle est susceptible d'être contestée, d'être remise en question au fur et à mesure que l'homme avance dans les progrès des sciences. Et c'est une manière de montrer déjà ce que va régler de façon plus ou moins définitive l'épistémologie popperienne, Karl Popper. C'est lui qui montre très clairement qu'il serait même paradoxal et contradictoire que la science posât des vérités absolues et définitives. Pourquoi il serait contradictoire que les vérités de la science puissent revêtir le manteau de vérité absolue? Il dit, mais qui fait de la science? C'est l'homme. Qu'est-ce qui caractérise l'homme? Imperfection, il dit faillibilité. Et à partir du moment où l'homme qui fait de la science est lui-même marqué par sa faillibilité, sa capacité à se tromper, il dit, eh bien, comment voulez-vous qu'un être faillible qui se trompe, comment voulez-vous qu'il inventa une science dans laquelle on ne se trompe pas? Une façon de dire quoi? Que tant que la science est l'œuvre de l'homme, et que tant que l'homme sera marqué par sa faillibilité, il communiquera cette faillibilité, cette imperfection à toutes ses œuvres, y compris donc nécessairement à la science. Ça veut dire quoi? Que désormais, une science, une théorie scientifique, une théorie n'est pas scientifique parce qu'elle est vraie, absolument non. Une théorie est scientifique, dit-il, parce qu'elle est réfutable, parce qu'elle est falsifiable. Et c'est ça le nouveau critère de scientificité. Maintenant, nous allons montrer que historiquement,
les rapports entre la philosophie et la science, mais s'ils étaient un film, ils prendraient la forme d'un film avec 3 épisodes. Le premier épisode, c'est l'Antiquité grecque, qui consacre une période, j'allais dire, d'indistinction, donc de confusion entre la philosophie et la science. Vous connaissez la célèbre expression, la philosophie mère des sciences, mais c'était pour dire précisément quoi? Que quel que fût votre domaine d'activité intellectuelle, botaniste, géomètre, mathématicien, on vous appelait un philosophe. Par exemple, ceux que nous appelons dans nos enseignements Pythagore, Thalès, Euclide, comme des mathématiciens, dans l'Antiquité grecque, on les appelait philosophes. Pourquoi? Parce que le mot philosophie englobait en lui-même tous les domaines de l'activité intellectuelle. Mais s'il y a historiquement dans l'Antiquité grecque des rapports d'indistinction, à partir du XVIe siècle, consécutivement au développement de l'algèbre et des mathématiques en général, va s'amorcer quoi? Un processus de rupture. Rupture entre la philosophie et les sciences. Les sciences vont commencer un processus d'autonomisation pour revendiquer chacune une méthode et un statut propre et prendre leur indépendance à l'égard de la philosophie. C'est le cas avec les sciences physiques, avec Galiléo Galilée, c'est le cas avec la chimie, avec Lavoisier, c'est le cas de la biologie avec Claude Bernard, et au XIXe siècle, des disciplines même qui vont prendre le relais de ce que la question qu'est-ce que l'homme. Ça veut dire quoi? Des disciplines telles que la sociologie, telles que la psychologie, telles que la linguistique vont disputer à la philosophie ce qu'elle considérait comme sa sage-garde même, c'est-à-dire l'homme. Mais autant donc mouvement, deuxième épisode de rupture et de séparation, à partir du XXe siècle, de nouveaux rapports vont cesser. Pourquoi? Parce que les hommes vont aller si loin dans les progrès des sciences et techniques qu'ils vont se rendre compte qu'elles posent des problèmes. Et cela installe la philosophie et la science dans des rapports cette fois-ci d'interdépendance et cette fois-ci dans des rapports de complémentarité. Maintenant, la question de l'utilité de la philosophie par rapport à la science, c'est une question assez classique qui revient, mais sur laquelle nous tous nous accordons pour dire que c'est une fausse question à la limite. Pourquoi? Parce que philosophie et science ne peuvent pas rivaliser, ne peuvent pas compétir. Pourquoi? Nous l'avons dit, elles n'ont ni le même objet d'étude, ni la même démarche, ni la même finalité, ne répondent pas aux mêmes questions et ne permettent pas à l'homme de satisfaire les mêmes besoins. Ça veut dire quoi? Que l'utilité de la science et de ses applications techniques, ça je dois le préciser. Pourquoi? Parce que la science fonctionne selon 2 plans. Un aspect de ce qu'on appelle la science pure ou désintéressée, ça c'est l'aspect théorique, mais également ce qu'on appelle la science appliquée qui donne naissance peut-être à la technique. Maintenant, en disant cela, c'est une manière de vous éviter les contresens que vous commettez. Souvent, on vous entend parler des conséquences négatives de la science. La science n'a pas de conséquences négatives. Il faut dire les conséquences négatives qui découleraient des applications techniques de la science. Une manière donc de montrer que de ce point de vue-là, les conséquences négatives qui peuvent découler des applications techniques de la science sont telles que, comme j'ai dit, elles peuvent rendre nécessaire l'utilisation de la philosophie qui viendra apporter à la science ce qui lui manque. Et qu'est-ce qui manque à la science? Nous l'avons dit, simplement la dimension morale. Et donc, de ce point de vue-là, si la science et ses applications techniques revendiquent une finalité d'ordre matériel, parce que dans l'aventure de la science, ce qui est investi, c'est simplement l'amélioration de nos conditions matérielles d'existence. Mais rappelez-vous ce que disait le physicien français Louis de Broglie. C'est lui qui disait, dans l'aventure de la science, l'homme a pu montrer la force de son intelligence. Il lui reste à montrer quoi? La sagesse de sa volonté. Et lorsque Louis de Broglie disait, dans l'aventure de la science, l'homme a pu montrer la force de son intelligence, il lui reste maintenant à montrer la sagesse de sa volonté. Ça veut dire quoi? C'est l'homme, grâce aux lumières de la philosophie, qui doit faire preuve de sagesse dans l'utilisation des immenses possibilités qui lui sont offertes par les progrès des sciences et techniques. Donc, si l'utilité de la science est d'ordre technique, matériel, l'utilité de la philosophie ne sera pas d'ordre technique et matériel. C'est Ebenezer qui rappelait, c'est une évidence, qu'on ne demandera pas aux philosophes de construire des ponts, de construire des usines, de guérir notre corps de la Covid-19. Non, ce n'est pas ça la mission de la philosophie. Ça veut dire que lorsque l'utilité de la science, couplée à ses applications techniques, est d'ordre matériel, l'utilité ou la finalité de la philosophie serait peut-être, mais ce qui est incarné par Socrate lui-même, vous le savez, se proclamant non pas médecin des corps, mais médecin des âmes et des esprits. Ce qui impliquerait que l'utilité de la philosophie serait d'ordre moral, d'ordre intellectuel, d'ordre spirituel, mais pas du tout d'ordre matériel. Et ça veut donc dire quoi? Que la philosophie soit inutile matériellement parlant n'est pas un argument contre elle. C'est dans la nature de la philosophie que de ne pas investir des satisfactions d'ordre technique et d'ordre matériel. Rappelez-vous ce que disait quelqu'un qui s'appelle Edmund Husserl.
Edmond Husserl dit, quelle que puisse être son utilité, j'ouvre les guillemets, face à la détresse de la vie, la science n'a rien à dire. Et lorsque Edmond Husserl disait, quelle que puisse être son utilité, face à la détresse de la vie, la science n'a rien à nous dire. Qu'est-ce que la détresse de la vie? C'est lorsque l'homme est dans l'angoisse, lorsqu'il est dans les situations limites, dans le désespoir, dans le chagrin, dans la peur de la mort, dans la misère, la douleur et la souffrance. Il dit dans ces situations, la science n'a absolument rien à dire. Une manière de montrer qu'autant il y a des problèmes et des questions réglées par les sciences et les techniques, autant il y a des questions auxquelles aucune science ne répond et il y a des besoins auxquels aucune science ne répond. Et que comme je dis, reprocher à la philosophie d'être inutile, j'ai envie de dire, c'est reprocher un peu aux zèbres, l'animal que vous connaissez, d'avoir des zèbres. Maintenant, si la philosophie n'est pas la science, serait-elle la religion? Quand bien même elle partage avec la science la même rationalité, il est clair, mon cher ami, que la philosophie n'est pas la religion. Quand bien même, elles ont en commun le fait de répondre aux mêmes questions d'ordre métaphysique, quand bien même elles ont en partage le fait de satisfaire l'aspiration humaine à la spiritualité. Je crois que cette jonction en philosophie, on peut fonder ça à partir de Schopenhauer. Schopenhauer qui disait, j'ouvre les guillemets, les temples, les pagodes, les mosquées, dans leur grandeur et leur magnificence, ne font que témoigner du besoin métaphysique de l'humanité. Et lorsque Schopenhauer disait, les temples, les mosquées, les pagodes, dans leur grandeur et leur magnificence, ne font que manifester le besoin métaphysique de l'humanité, ça veut dire quoi? C'est le même besoin spirituel satisfait par la religion qui est cherché à être satisfait également par la philosophie. Mais au-delà de cela qu'elles ont en commun, la réponse aux questions métaphysiques et la satisfaction de l'aspiration humaine à la spiritualité, vous savez très bien que les deux disciplines ne se confondent pas. C'est déjà réglé par leur principe directeur. Le principe directeur de la philosophie, c'est la raison, nous venons de le dire, alors que le principe directeur de la philosophie, c'est la foi. Et en disant que la philosophie a pour principe directeur la raison implique quoi? Réflexion, doute, contestation, remise en question. Là où la foi, très souvent, commande une attitude d'adhésion, mais de quelle adhésion? Non pas intellectuelle, mais une adhésion émotionnelle et sentimentale, qui s'accompagne de vénération, d'adoration, de soumission à des vérités absolues et à des dogmes. Pourquoi sont-elles absolues, les vérités religieuses? Parce que vous le savez très bien, elles n'ont pas une origine humaine, mais elles sont simplement une origine divine. La vérité religieuse est de l'ordre de la révélation, alors que nous venons de le dire, la vérité philosophique n'est pas de l'ordre de la révélation, elle est de l'ordre de la conquête rationnelle. Rappelez-vous Marcien Towa, j'ouvre les guillemets, en philosophie, la pensée ne doit rien admettre comme vrai qui n'ait été saisi comme tel par la pensée. Fin de citation. Et lorsque le penseur camerounais Marcien Towa disait, en philosophie, la pensée ne doit rien admettre comme vrai qui n'ait été saisi comme tel par la pensée, ça veut dire qu'en philosophie, la pensée ou la raison est la seule source d'émanation de la vérité, alors que la vérité religieuse, elle repose sur l'idée qu'il y a des vérités qui sont hors de portée de la raison humaine. La religion, elle considère que l'esprit humain est frappé d'infirmité, et en tant que l'esprit humain serait borné, infirme, ces vérités qui ne sont pas accessibles, elles doivent lui être transmises par le biais de la révélation, par les envoyés de Dieu ou simplement par les prophètes. Or, la philosophie récuse cette idée de l'infirmité de la raison humaine en montrant qu'il n'y a rien qui ne soit accessible à cette raison-là et que la raison, appliquée avec méthode, est capable de rendre compte rationnellement de tout. Se pose maintenant la question de la compatibilité. Parce qu'à la question de savoir, la foi exclut-elle nécessairement la raison? Nous avons donné les deux réponses contradictoires fournies par l'histoire de la philosophie. La première réponse disant oui, foi et raison ne peuvent pas être conciliées parce que l'une gouvernée par la soumission et l'obéissance, comme on l'a dit, l'autre gouvernée par l'examen critique. C'est la perspective, par exemple, de Blaise Pascal. Vous vous souvenez, le Pascal des pensées, enseignant au fond que de deux individus, ils entendent en même temps l'appel du muezzin à la prière. L'un se lève, fait ses ablutions, va prier, l'autre demeure assis. Pascal dirait,
disait, écoutez, ne perdez pas votre temps à demander celui qui est assis de se lever. Il a entendu les appels du muezzin, sans doute que sa propre raison est en train de lui dire, tu n'as pas le droit de ne pas te lever et d'aller prier. Mais malgré tous les appels de sa propre raison, et les appels peut-être du meilleur des muezzins, il ne se lèverait pas. Pourquoi? Parce qu'elle répondrait, parce que dans son cœur ne brûle pas cette flamme, cette lumière et cette grâce que Dieu met dans le cœur de l'homme. Et c'est pourquoi, malgré tous les appels, il ne se lèvera pas pour prier. Une façon de dire quoi? Que c'est le cœur qui sent Dieu, mais que Dieu est hors de portée de la raison humaine. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que la raison humaine? L'infiniment petit. Qu'est-ce que Dieu? L'infiniment grand. Et Pascal dit, mais comment voulez-vous que l'infiniment petit de la raison humaine puisse percer et découvrir le mystère de l'infiniment grand qu'est Dieu? Dieu, il s'éprouve, mais ne s'éprouve pas. Il est sensible au cœur et non pas à la raison. Ou bien, si je reformule, c'est comme s'il disait que les raisons du cœur sont étrangères à la raison elle-même. L'autre posture est celle de conciliation, qui dit que foi et raison, même si reposant sur des démarches hétérogènes, ne sont pas nécessairement incompatibles. Ça veut dire quoi? Qu'on peut parfaitement concilier l'ordre de la foi avec l'ordre de la raison. Ça veut dire au fond qu'il faut comprendre pour savoir, mais également savoir pour comprendre. Une manière de dire que la foi ne doit aller sans la raison, de la même manière qu'à l'inverse, la raison ne saurait aller sans la foi. Pourquoi la raison ne saurait aller sans la foi? Parce que semblerait-il, lorsque l'homme est livré à sa seule raison, elle pourrait, semble-t-il, le conduire à l'égarement et à la perdition. Et que donc, la raison, semble-t-il, aurait besoin d'être encadrée, guidée et éclairée par les lumières de la foi. À l'inverse, la foi à elle seule, elle peut être préjudiciable à l'homme, parce que la foi à elle seule, quand elle n'est pas éclairée par les lumières de la raison, elle pourrait se muer dangereusement en force destructrice, engendrant dogmatisme, fanatisme, terrorisme et crime gratuit. C'est la perspective de Saint Augustin, c'est la perspective de Saint Thomas. Que dit Saint Thomas? Il ne s'agit pas, que dit Saint Augustin? Il ne s'agit pas de rejeter la raison au profit de la foi, mais de s'appuyer sur les lumières de la raison pour éclairer la foi que nous avons en nous. Saint Thomas, lui, il disait, il ne faut pas rejeter la raison, la foi ne doit pas rejeter la raison, elle doit la rechercher et s'allier avec elle. Saint Thomas, la foi ne devrait pas rejeter la raison, elle devrait la rechercher et s'allier avec elle. Dans tous les cas, comme dit Pape Jean-Paul II, mais que l'esprit puisse s'intempler dans la contemplation de la vérité, ce n'est que par le biais des deux ailes, l'une constituée par la foi et l'autre constituée par la raison. Maintenant, chers amis, si la philosophie, en tant que réflexion critique, n'est pas la science, même si elles ont en partage la rationalité, si la philosophie, en tant que réflexion critique, n'est pas la religion, même si elles ont en partage le fait de répondre aux mêmes questions d'ordre métaphysique et le fait de chercher à satisfaire l'éternelle aspiration humaine à la spiritualité, je ne pense pas qu'on puisse également confondre la philosophie avec le mythe.